C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur les antennes de télévision pour vous informer. Bienvenue mesdames, bienvenue à vous aussi messieurs à ce grand rendez-vous de l'actualité sur votre chaîne. Cette édition de journal retient comme titre à la une cette ambiance qui a régné à Lubumbashi la première nuit après la levée du couvre-feu. Différents lieux de Lubumbashi ont connu le climat d'avant la Covid-19. À suivre également dans ce journal cette triste nouvelle. L'ancienne bourgmestre de Lubumbashi, Marie-Louise Mutwale-Lengue, a reçu ses derniers hommages ce mercredi 16 février 2022. La mémoire de cette ancienne autorité municipale de Lubumbashi a été saluée par plusieurs personnalités, dont l'ex-gouverneur du Katanga, l'honorable Moïse Katumbi Chapwe. Direction la province de l'Ituri, située dans l'est de la République démocratique du Congo. Pour commencer avec ces journaux, les forces armées de la République démocratique du Congo sont toujours sur l'offensive dans la partie est du pays, particulièrement dans la province de l'Ituri, où l'effectif a été renforcé avant leur déploiement. Ces hommes des troupes ont été instruits sur l'attitude à observer durant ces opérations militaires visant à mettre fin au terrorisme. Suivez cet extrait. Forces armées de la République démocratique du Congo, notre devise. Toye kosala musala secret ya réussite na bino ezali discipline. Commandant suprême azali koinsiste pour la discipline ya mapinga, koobserver règles d'engagement, règles de comportement. Ngonga nini okobeta masasi, nani okobeta masasi. Obomi munguna kokata yete boyakinga kokata munguna bitani te pekisami. Alors kami na bimisa basoda d'élite ndenge boye awa bosala exception. L'arrivée des militaires. On va prendre une note de la santé, sensibiliser et mobiliser la population autour de la cause du cancer chez l'enfant. C'est pratiquement l'objectif de la journée internationale du cancer de l'enfant qui a été célébrée le 15 février à l'échelle mondiale. Selon les organismes internationaux, le cancer pédiatrique ou le cancer des enfants serait la première cause du décès, particulièrement chez les enfants. Le taux élevé de mortalité est dû notamment au retard enregistré dans la prise en charge des malades. Le diagnostic précoce permet de diminuer le décès dû au cancer chez les enfants, selon le docteur Robert Lukamba, en pédiatre et cancérologue. Le cancer de l'enfant, c'est un cancer qui évolue très vite. Alors il ne faut pas le faire traîner dans votre centre, puisque plus tôt on l'examine, plus il a la chance d'être guéri. Un autre facteur aggravant la mortalité est le retard dans le transfert des malades. Dans certains cas, cela n'est fait qu'au stade critique. Dès que vous avez un enfant qui a par exemple une tache blanchâtre dans l'œil ou qui louche, surtout un enfant de moins, surtout s'il a moins de 5 ans, ça peut être un cancer, il faut l'amener rapidement. Parlant des causes de cette pathologie, le spécialiste de la tumeur pédiatrique indique qu'elles peuvent être liées à l'environnement. Les irradiations, par exemple, irradiation nucléaire, là où il y a eu des accidents nucléaires, il y a eu beaucoup de cas de cancer. Là où il y a eu des bombardements nucléaires comme la bombe atomique, il y a eu beaucoup de cas de cancer. Bon, on peut soupçonner aussi que les minéraux, si les gens sont exposés aux minéraux où il y a vraiment une grande intensité d'irradiation, ça peut être le facteur des cancers. À lui d'ajouter que la maladie peut avoir pour source la consommation du tabac et d'autres produits. Mais on soupçonne aussi que le tabac et même l'alcool consommé par les parents, la mère pendant la grossesse, pourrait être aussi un facteur pour que l'enfant qui naît puisse avoir un cancer comme celui de l'œil. L'amélioration du taux de survie est conditionnée par la formation des médecins
et surtout la sensibilisation de la population. C'est dans ce sens que depuis 2001, la date du 15 février est dédiée à la Journée mondiale pour la sensibilisation contre le cancer de l'enfant. Pour la République démocratique du Congo, d'autres défis sont à relever dans le secteur de la prise en charge des malades. Seules les cliniques universitaires de Lubumbashi et Kinshasa, par exemple, seraient habilitées pour ce genre d'intervention, a-t-on appris d'une source médicale. Nous allons parler politique à présent. Il s'observe une certaine discordance de langage entre le ministre national des Finances, Nicolas Kazadi, et le patron de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, qui est dirigé par Denis Kadima. Et c'est au sujet de la somme allouée à la CENI pour l'achat des nouveaux véhicules qui devraient servir à la nouvelle équipe. Cette divergence de point de vue aurait-elle un impact sur le calendrier électoral en République démocratique du Congo? Quelques hommes politiques de Lubumbashi ont tenté de répondre à cette question au micro de Gaylor Chamba Griffon. Aujourd'hui, vous avez suivi les chevauchements entre M. Kadima, président de la CENI, et M. Kazadi, ministre des Finances. Et donc, je pense que l'IGF ne peut que faire son travail parce que déjà, il y a probablement la présomption de détournement. Et donc, l'IGF doit, n'est-ce pas, contrôler la Commission électorale nationale indépendante pour tirer les choses au clair. Parce que nous sommes dans un pays qui se dit État de droit. L'État de droit, c'est le respect de la loi. L'État de droit, c'est que personne ne puisse enfreindre la Constitution et toutes les lois de la République. Il n'y a même pas un problème d'impacter les calendriers oui ou non. Moi, je trouve que si vous êtes un habitué de la banque, il y a toujours un temps de virement, il y a toujours un temps de transaction pour récupérer. Il peut avoir raison, les deux peuvent avoir raison. Donc, Nicolas Kazadi peut avoir raison parce que de son côté, il peut se dire qu'il a déjà remis cet argent-là. La banque aussi, il a le temps qu'il prend pour faire les manœuvres et remettre l'argent à Kadima. Kadima aussi peut avoir raison. Peut-être les procédures n'ont pas encore pris fin, donc lui, il n'est pas encore en possession de cet argent-là. Alors moi, je pense qu'il n'y a pas à faire la guerre là-dessus. Il faut juste s'accorder avec la banque. Si la banque a réussi à terminer toutes les transactions et mettre l'argent à la disposition de M. Kadima, c'est clair. Moi, je ne pense pas qu'il y a à polémiquer là-dessus. C'est une histoire qui est très simple. Il n'y a pas de problème dans ce cadre-là. C'est à Kadima et à Kazadi de justifier et de nous donner la clarté. Nous, le peuple, nous avons juste besoin des élections en 2023. Et c'est à eux de justifier qu'est-ce qui se réclame entre eux. Alors, pour nous, nous avons besoin des élections le plus rapidement possible et donner la majorité au chef de l'État parce que nous sommes fatigués avec ce problème de coalition, des alliés, des consorts. Et nous avons besoin de donner cette majorité rapidement au chef de l'État. Alors, nous sommes fatigués. Vous voyez, le peuple aussi est fatigué. Vous voyez, tout le monde qui vient au nom de la coalition, au nom de l'Union sacrée, il peut faire la campagne pour le chef de l'État, au nom de l'Union sacrée, au nom de la coalition. Mais en aucun jour, ils ne peuvent pas faire la campagne pour les députés de l'UDP. C'est ça que nous oublions. Place à présent à la toute première nuit après la levée du couvre-feu en République démocratique du Congo. Quelques heures après cette mesure, la ville de Lubumbashi a retrouvé à grands pas ses habitudes vespérales. Dans certains coins stratégiques de la ville, la circulation des véhicules était remarquable au-delà de 22 heures, voire 23 heures. C'est par exemple la grande place de la Poste. Ce n'est pas encore la vie d'avant, mais ça y ressemble petit à petit. La toute première nuit après la levée du couvre-feu, Lubumbashi a présenté une autre image. À l'entrée de la ville sur le boulevard Moussiri, la circulation ne s'est pas arrêtée sitôt, comme c'était l'habitude aux heures du couvre-feu. Image similaire au niveau de la grande place Moïse Tchombe, qui était pratiquement un lieu désert aux heures du soir. La levée du couvre-feu annonce des soulagements
pour certains conducteurs des lignes des transports. Ces soirs, nous sommes à l'aise. On a appris qu'il n'y a plus de couvre-feu. Nous sommes heureux de la décision du président. Là, nous sommes libres de tout mouvement. Nous lui disons un grand merci. Même si la psychose n'a pas encore totalement quitté les esprits. C'est pratiquement une année et demie que la République démocratique du Congo, sur son étendue, était frappée par une mesure prise par le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, visant à pouvoir sécuriser et militer, lutter efficacement contre la propagation de maladies qui a pratiquement fragilisé le pays ou le monde entier. Alors c'était une bonne nouvelle qui est tombée dans la soirée de ce 14 février 2022. Ici à Lubumbashi, c'est pratiquement une autre atmosphère. Une soirée, la toute première soirée ici à Lubumbashi, une mesure bien accueillie par le Louchois. On a essayé justement de circuler au-delà des 23 h pour voir comment ça se passe à Lubumbashi. Alors vous le voyez sur ces images, la circulation elle est devenue normale sur l'ensemble de la ville, on peut le dire, parce que nous étions à la Kenya, à Kamalondo, à la Katuba, et même ici à l'entrée de la ville de Lubumbashi, où presque l'atmosphère est devenue normale. C'est vrai, couvre-feu levé, mais seulement le gouvernement congolais a interpellé tout un chacun de pouvoir lutter et militer contre la propagation. Donc les mesures barrières restent de stricte application. Alors nous sommes ici à l'entrée de la ville de Lubumbashi pour pouvoir voir comment ça se passe. Gelor Chamba pour les comptes de Nyota Radio et Télévision. Lubumbashi qui célèbre la toute première nuit après la levée du couvre-feu, mais la ville demeure de plus en plus insalubre à certains endroits. C'est le cas de l'avenue Chemin Public au quartier Kinkala-Bwamba, une avenue qui est transformée de nos jours en dépotoir public des déchets qui seraient jetés par les propriétaires des maisons environnantes. Du jour au lendemain, l'avenue Chemin Public continue à perdre sa forme et sa beauté. Des immondices seraient jetés sur toute la surface de cette voie. La situation s'empire, surtout durant cette saison des fortes pluies. Les déchets se décomposent, impossible de traverser pour les piétons et même aucun véhicule n'y passe. C'est un désastre pour ces habitants du quartier Kinkala-Bwamba. Modeste parle des difficultés qu'ils rencontrent. Il y a des inondations quand il pleut par manque de tranchées. Les autorités ne viennent pas voir l'état de la route. Et même les agents d'assainissement ne passent pas voir dans quelles conditions la population vit. Il y a toutes sortes de maladies ici. Ces déchets seraient à la base de certaines maladies dans cette partie de la ville de Lubumbashi, indique une habitante. Les immondices jetés pendant la nuit par différents usagers nous donnent différentes maladies. Malgré nos entretiens et notre interdiction, rien ne change. L'avenue Chemin Public, cette route d'un intérêt commun, pénalise plusieurs activités, notamment celle des motocyclistes. De ce dépotoir grandissant, l'évacuation de cette route serait salutaire pour tous. Place à présent à cette triste nouvelle décédée au cours de ce deuxième mois de l'année. L'ancienne bourgmestre de Lubumbashi, Marie-Louise Mutualengele, a été mise en terre ce mercredi 16 février 2022. Avant son enterrement, elle a reçu les hommages mérités au bâtiment du 30 juin, siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. On a noté la présence de plusieurs personnalités, dont l'ex-gouverneur du Grand Katanga, l'honorable Moïse Katumbi Tchapwese. Un reportage signé par Gelor Chamba Griffon ainsi que Stéphane Chisso. Ancienne bourgmestre de la commune de Lubumbashi, Marie-Louise Mutualengele, cette notable katangaise s'est éteinte le jeudi 10 février 2022. Ce mercredi 16 février, elle a reçu les derniers hommages mérités des notabilités katangaises devant l'hémicycle provincial du Haut-Katanga. Après s'être rendu à son domicile pour consoler et réconforter la famille, l'honorable Moïse Katumbi Tchapwese, accompagné de son épouse, a participé à cette cérémonie d'hommage. Dans son message, M. l'abbé Kalinga, curé de la cathédrale Saint-Pierre et Paul, a dévoilé les qualités de l'illustre disparu. Elle était très régulière aux messes du matin, très régulière à la messe, parce qu'elle croyait dans l'Eucharistie. Parce qu'elle savait, comme les Écritures nous disent, qui mange mon pain
et boire mon sang aura la vie éternelle. Une perte, une douleur profonde, constatée lors des dépôts des gerbes de fleurs. De tous les témoignages, Feu Marie-Louise Mutualengelwe a marqué son époque par les vivre ensemble. C'est au cimetière de Sapin 2 que reposera à tout jamais Marie-Louise Mutualengelwe. En sport, l'actualité, c'est aussi ce déplacement du tout-puissant Mazembe Englebert vers le pays des pharaons. C'est le jeudi 17 février 2022 que le tout-puissant Mazembe va séjourner exactement en Égypte. Il fallait arriver très tôt sur le lieu de compétition et pour ça, les Corbeaux ont quitté Lubumbashi l'après-midi de ce mercredi. La délégation est de 38 personnes, dont 25 joueurs. Pascal Mangala pour plus de précisions. Chris Kisangala fait partie des 25 joueurs appelés par Franck Dumas. Le milieu de terrain formé à la Katumbi Football Academy n'avait plus disputé un seul match depuis octobre 2021. Rémi, désormais de sa blessure, Kisangala pourrait être d'un appui de taille sur le terrain de Al-Mistri. Tous les 18 convoqués de la première journée sont du voyage, à l'exception de Kabaso Chongo, resté à Lubumbashi pour des soins. Toute la délégation est de 38 personnes au total, officiels et membres des staffs inclus. Un voyage de plus de 5 heures avant de joindre la ville d'Alexandrie. Il fallait partir très tôt. Et c'est ce mercredi 16 février 2022 que le club cher à Moïse Katumbi a choisi pour quitter la ville que préfère. Réaliser un bon résultat passe aussi notamment par une bonne récupération physique. Les Corbeaux ne voulaient surtout rien négliger de cette phase de groupe au rythme d'un marathon. Place à présent la rubrique lue pour vous du quotidien d'information générale. La République, UDPS, 40 ans sans maturité. C'est le titre phare du quotidien d'information générale. La République, le numéro 1227 du journal La République, un quotidien d'information générale signé par Pascal Mangala Marmotte. Anniversaire UDPS, 40 ans sans maturité, s'exclame le journal La République à la une de son numéro 1227, paru à Kinshasa ce mercredi 16 février 2022. Bienvenue, mesdames et messieurs, à votre lu pour vous, sur votre chaîne. C'est lui qui s'affuble du qualificatif de fils aîné de l'opposition congolaise, est né un certain 15 février 1982. Fruit d'un groupe de courageux, l'UDPS est effectivement le premier parti politique à se démarquer du parti unique MPR et partant à narguer valablement le dictateur Mobutu Sese Seko. Il importe de s'incliner devant la résistance imperturbable de la matrice du parti qui, plus de 20 ans après, a pu affronter le régime des Kabila avec la même hargne. Lutte couronnée par le triomphe historique à la présidentielle de décembre 2018 au terme d'un glissement intentionnel de 2 ans. On est réduit à noter l'incapacité de cadres à offrir le visage d'un vrai parti politique ayant fourbi ses armes près de 4 décennies durant. Incohérence, tâtonnement, incompétence, c'est le cocktail servi au pays, à la nation et à des partenaires extérieurs, à telle enseigne que la bonne volonté du chef de l'État est littéralement trahie. Par vagues successives, le parti s'est dépouillé des compétences avérées et expérimentées de la trempe de Marcel Liaou, Mbouakiem, Faustin Birindoa, Belchika, Tikonda, Tarsis Loseki, suivi de la dernière vague avec Bruno Tshibala, Valentin Moubaké, etc. Depuis, il faut reconnaître qu'au pays, le parti avait basculé dans le bras de la base, c'est-à-dire des combattants mus par la seule fougue du verbe et des biceps. Sur la même page au sujet de la feuille de route de la CENI, le récit et la EATA examinent les contraintes de sa mise en œuvre, écrit le confrère. D'après la source, la feuille de route du processus électoral contient certaines contraintes,
dont certains délais qui nécessitent d'être impérativement réduits au risque de compromettre la tenue des élections dans le délai constitutionnel en 2023. Parmi les activités électorales critiques, les experts du RECIC et de l'AEATA ont épinglé l'opération d'identification et l'enrôlement des électeurs, couplé du recensement administratif de la population à vision numérique et des Congolais de l'étranger, afin de doter chaque électeur potentiel de sa carte d'identité pour citoyen et la carte d'électeur. Il est de même pour la sélection des fournisseurs, commandes, livraison et déploiement du matériel non sensible qui pourrait prendre 250 jours, ont dit ces experts, attirant l'attention de la CENI à prioriser les commandes du matériel électoral local en vue de réduire le coût, le temps et la durée. Sécurité à l'Est, les FARDC renforcent les effectifs, s'exclame encore le confrère sur la page 3. Selon le commandant de la 32e région militaire en Ituri, le général de brigade Clément Mutangalo, ses troupes viennent de la base militaire de Kamina dans le Olomami, lourdement armées pour faire face à la menace des groupes armés qui continuent à tuer des paisibles citoyens et déstabiliser la province de l'Ituri. L'arrivée des troupes supplémentaires en Ituri est une des promesses faites par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est déterminé à tout prix à ramener la paix et restaurer l'autorité de l'État dans cette partie de la RDC, souligne-t-on. Écho des provinces sur la page 6. À Goma, prison de Munzenze, 3111 détenus pour 150 places prévues, renseigne le confrère. Au début du mois de février, par exemple, 2 détenus militaires sont décédés dans la prison dans les conditions liées aux mauvaises conditions alimentaires, hygiéniques et sanitaires, affirment des sources anonymes de la prison. Par ailleurs, d'autres acteurs de la société civile et de la santé attribuent cette surpopulation carcérale soit à la lenteur de la justice militaire pendant cette période de l'état de siège ou encore aux effectifs réduits des magistrats dans les 2 juridictions militaires fonctionnelles à Goma. Sport enfin, sur la page 11, match de barrage mondial 2022, RDC Maroc, autorisation des supporters au stade des Martyrs, titre Le Confrère. La Confédération africaine de football a indiqué à travers une lettre adressée au secrétariat général de la FECOFA que les supporters des Léopards seront permis d'entrer au stade face au Maroc. Le nombre de spectateurs pour le match de barrage du mondial 2022 entre la RDC et le Maroc sera de 30% de la capacité maximale du stade des Martyrs de Kinshasa. Sur les 80 000 places, 25 000 seront occupées par le public congolais. Et c'est la fin de ce Lu pour vous sur votre chaîne et dont l'intégralité du journal est à retrouver sur www.nyota.net. Merci mesdames, merci messieurs de l'avoir suivi et surtout, tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez trouvé. Ça sera également la fin de cette édition de journal sur votre chaîne. Ce journal s'achève, mais les informations continuent sur www.nyota.net. Sachez qu'à chaque vaccination contre le coronavirus, c'est la vie qui reprend.